Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un projet de taille, l'implantation en mer Méditerranée d'éoliennes flottantes. Il s'agit de 2 parcs d'environ 50 éoliennes chacun. Ces 2 parcs seront installés en 2 temps, une vingtaine d'éoliennes dans un premier temps, et puis une extension de 30 éoliennes supplémentaires dans un second temps. 4 zones d'accueil ont été identifiées, le golfe de Lion, au large du Cap d'Agde, au large de la Petite Camargue et enfin au large du golfe de Fos-sur-Mer. Enfin, il faudra bien entendu raccorder ces éoliennes. Nos 3 invités ici sur notre plateau vous en parleront dans un instant. Il faut préciser toutefois que ce projet n'est pas du tout finalisé. Tout peut encore changer, y compris être arrêté par l'État qui en est le porteur. Mais avant de prendre cette décision, vous, nous, tous les habitants sont invités à débattre de ce projet. Un grand débat public est organisé par la Commission nationale du débat public. Un débat public, justement, qu'est-ce que c'est? La réponse en images. Elle, c'est Camille. Et Camille est comme tout le monde. Elle aime bien quand on l'écoute. Alors, quand elle a entendu qu'un projet d'éolienne flottante allait voir le jour en Méditerranée, elle s'est dit que ça aurait été bien qu'on lui demande son avis, avant que tout se décide sans elle. Heureusement pour Camille et pour tout le monde, rien n'est encore décidé. Comme ce projet est un très gros projet d'aménagement, un débat public est organisé. Son but ? Informer, évidemment, mais aussi inviter tout le monde à participer au débat avant de décider ou non de poursuivre le projet. Et pas besoin d'être expert pour s'exprimer. Chacun peut poser ses propres questions sur n'importe quel sujet ou proposer ses idées. Pas seulement sur la couleur des éoliennes, Camille. Sur l'opportunité du projet, la localisation de zones potentielles, les alternatives éventuelles, l'impact environnemental ou les enjeux socio-économiques. Bref, tout ce qui t'intéresse. Et même si l'État qui porte ce projet n'est pas tenu d'appliquer les remarques de tout le monde, il a l'obligation de répondre à toutes les questions. C'est comme ça, c'est dans la loi. Alors vous aussi, faites comme Camille et exprimez-vous sur ce projet de territoire et participez au débat organisé par la commission particulière du débat public. Et c'est très simple, il suffit de se rendre sur le site web du débat ou sur les réseaux sociaux. En plus de tout ça, des débats locaux seront organisés sous la forme d'ateliers cartes, de jeux, de visites de terrain, sans oublier les traditionnelles réunions publiques. Le tout dans le respect des règles sanitaires, évidemment. Alors, n'attendez pas que ce projet se fasse sans vous, prenez la parole. Prendre la parole, est-ce que c'est si simple face à un projet de cette ampleur? Sophie Bertrand-Balada, bonjour. Vous êtes membre de la commission particulière du débat public et vous allez souvent justement à la rencontre des habitants. Alors, est-ce que c'est facile de prendre la parole? Prendre la parole, c'est facile si on a la connaissance du projet. Et nous, notre travail en tant que commission particulière nommée par la Commission nationale du débat public, sous la présidence d'Étienne Balland, neutre et indépendante, on essaie d'apporter la connaissance, avec l'appui bien sûr du maître d'ouvrage du projet, pour que les habitants aient suffisamment d'éléments de connaissance pour ce nouveau projet en mer Méditerranée, pour pouvoir apporter un avis argumenté. Voilà. Et tous les avis nous intéressent, on ne compte pas les points. D'accord. À vos côtés, nous avons Frédéric Autrec, bonjour. Vous êtes directeur de projet pour le ministère de la Transition écologique, qui est à l'origine justement de ce projet. Vous nous expliquerez dans un instant en quoi il consiste concrètement et les enjeux qu'il y a derrière. Et enfin, autour de cette table, Yannick Bocquenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de projet pour RTE. Vous, votre mission, donc, ce sera de raccorder ces éoliennes à la terre pour avoir de l'électricité dans nos maisons. Absolument. Donc je vous rappelle que le débat public a commencé le 12 juillet dernier. Il se terminera bientôt, le 31 octobre. C'est un sujet qui interpelle. Nous avons rencontré des habitants sur le Vieux-Port de Marseille. Écoutez-les. J'ai vu dans le journal qu'on devait faire des éoliennes dans la Méditerranée, en face Carry-le-Rouet, La Redonne, en Suez et Martigues. Et ça me touche parce qu'en tant que randonneur, on va avoir ces grandes ailes. Bon, maintenant, s'il faut les faire, que ça apporte de l'économie, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Quel est le coût? Ça va être financé par qui? Si c'est privé, si c'est public, si les Marseillais vont en profiter, les Martigues ils vont en profiter, Fos-sur-Mer, Carry-le-Rouet, la Sauce-et-les-Pins.
c'est essentiel. On ne peut pas imposer quand même un projet comme ça qui va avoir des conséquences et à la fois sur l'environnement, sur l'emploi, sans se concerter. Bon, parce que sur l'emploi, il va y avoir quand même des conséquences à la fois négatives peut-être pour certains pêcheurs, mais positives aussi pour l'industrie, parce qu'il y a des marchés énormes, quoi. Et comme le disait un des techniciens, c'est une nouvelle filière, donc il y a tout à créer et donc des emplois à faire, quoi. Le projet, je ne le connaissais pas, je trouve ça très bien qu'il existe. Même si je pense que le gouvernement ne veut pas forcément l'appliquer, du moins tout de suite. Le fait qu'il y ait un débat, qu'il y ait une concertation, ça permet de réfléchir sur ce sujet et vraiment se poser la question d'avoir des alternatives au tout nucléaire. Donc ce parc éolien en mer Méditerranée, pour moi, me paraît très bien. Surtout qu'on a des nouvelles technologies qui s'actualisent en permanence et en permanence, on peut améliorer la situation. Donc ces éoliennes actuellement, dans 5 ans, dans 10 ans, elles ne seront pas les mêmes, elles seront encore plus performantes, encore moins polluantes pour l'environnement lors de leur installation. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment lancer le débat et mettre le paquet sur la recherche. Je travaille dans l'écotourisme. Effectivement, mon œil a été tout de suite attiré par cette thématique des éoliennes, puisque dans l'écotourisme, on est très très sensible à l'environnement, entre autres, et au respect de la biodiversité, de l'environnement, du respect de l'habitat des animaux. Et donc voilà, je me suis approchée du stand parce que je n'avais pas connaissance de ce projet en Méditerranée. Et voilà, donc j'ai passé un bon moment avec un monsieur qui a pris le temps de bien m'expliquer, qui a été très pédagogue, donc je suis très contente d'avoir pris ce temps. Ce qu'on reproche souvent aux éoliennes, c'est les oiseaux, donc les oiseaux migrateurs, on se trouve quand même en face de la Camargue. Donc moi, c'est quelque chose qui me perturberait un petit peu de savoir que les oiseaux qui se trouvent en plein milieu d'un parc éolien qui va faire quand même jusqu'à 150 km², donc c'est énorme quand même quand on y pense. Donc voilà, il y a je pense des aspects qu'il faut vraiment peser. Donc il ne faut pas s'emballer. Et donc je trouve ça très bien qu'il y ait un débat public, qu'on prenne le temps. Voilà, c'est ce genre de décision qui est à mon avis porteuse, qui a vraiment, on va dire, du potentiel. Mais je pense qu'il ne faut pas céder à l'emballement pour peser vraiment le pour et le contre et surtout essayer de voir à une échelle, pas immédiate, mais aussi long terme, en termes économiques et en termes écologiques. Donc sans grande surprise, c'est la question de l'environnement qui est au cœur des préoccupations. Alors est-ce que ce projet est polluant, Frédéric Autric ? Écoutez, avant de répondre à votre question, je voulais rappeler le contexte dans lequel ce projet s'inscrit. C'est un projet qui est porté par l'État afin à la fois de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de diversifier nos sources de production d'énergie, notamment dans le domaine de l'électricité. Alors l'État porte ce débat public avec RTE, porte le projet qui est soumis au débat public. Ça, c'est une réforme de 2018. Avant, ça ne se passait pas comme ça. Avant, l'État faisait un appel d'offres, il choisissait un développeur qui allait construire le parc et le débat public était porté, le projet qui était porté au débat public l'était par le développeur. Là, on est vraiment à un stade très précoce dans le processus décisionnel. La décision n'est pas prise et on vient donc avec un projet dont les caractéristiques ne sont pas précisément définies. Il y a des puissances que vous avez rappelées qui sont prévues d'être installées, mais notamment la localisation du parc n'est pas connue. Et dans les 4 zones que vous avez cité tout à l'heure, ce sont des zones qui ont été identifiées au sein du Conseil maritime de façade, qui est une instance de concertation, et qui ont permis donc de définir des zones à potentiel. Mais les zones qui seraient susceptibles d'accueillir les 2 parcs que l'on veut développer en Méditerranée ne représentent que 10% de la surface de ces 4 grandes zones, donc il y a des marges de manœuvre. Partie des surfaces définies, des zones définies. Alors pour répondre à votre question sur la pollution, comme toute opération de construction ou d'activité en mer, il peut y avoir des pollutions accidentelles qui se déroulent soit à l'occasion des travaux, soit pendant l'exploitation de ces parcs. Mais un certain nombre de mesures seront mises en place par les développeurs, notamment au stade de la conception, faire en sorte que par exemple les hydrocarbures ou les huiles qui sont utilisées dans ces installations soient confinées dans des bacs pour éviter qu'elles soient relarguées en mer. Et puis, pendant la partie travaux et la partie exploitation, il y a ce qu'on appelle un plan de prévention des risques qui est mis en place pour éviter ces pollutions. Donc, le risque zéro n'existe pas, mais il sera en tout cas maîtrisé. On a eu la question, vous l'avez entendu aussi, des flux d'oiseaux migrateurs et on sait qu'il y en a beaucoup qui viennent de Camargue. Se pose aussi la question des bancs de poissons. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Quel est l'impact du projet sur ces animaux-là, Sophie, peut-être ? Alors,
On a eu la chance d'avoir énormément de scientifiques qui ont apporté des contributions personnelles ou par leur laboratoire sur la question des oiseaux migrateurs, qui effectivement, sur le site de Camargue, il faut rappeler quand même que le débat porte sur 350 km de façade, mais en Camargue, c'est le problème numéro 1. Parce qu'on a ce qu'on appelle une incomplétude des données, malgré le travail de bibliographie qu'a apporté l'État. Et donc, c'est la question qui est la plus inquiétante, on va dire, et qui va demander d'ailleurs à l'État de compléter, qui a amené l'État à compléter par l'opération Migralion. Donc, aujourd'hui, on est inquiet parce qu'on a peu de connaissances des oiseaux migrateurs. Sur les poissons, les pêcheurs, bien entendu, le comité des pêches d'Occitanie ou de PACA sont très actifs, sont très présents dans ce débat, apportent des contributions argumentées et qui sont dans une situation un peu complexe, puisque par ailleurs, au niveau de l'Europe, ils ont déjà des contraintes de pêche et ce nouvel intrus, si je puis dire, ces nouvelles intrus au féminin, les nouvelles éoliennes, vont effectivement changer leur zone de pêche. Donc la question, c'est celle du moindre impact pour des pêcheurs habitués depuis des centaines d'années à pêcher, à être seuls en Méditerranée. Parce qu'à l'inverse, en regardant les images, j'ai cru comprendre que ça pouvait aussi avoir des effets bénéfiques sur la faune et la flore en Méditerranée, en créant par exemple des essaims de moules, d'animaux qui viendraient naître sur les flotteurs de ces éoliennes. Alors là, c'est vrai qu'on est très, pour le moment, en attente. Il y a des expériences qui ont été faites, ce qui s'appelle l'effet, là on le sait puisqu'on a les scientifiques qui ont apporté leur contribution et on a fait des ateliers sur l'environnement tout au long de ce débat en Zoom. C'est l'effet récif ou l'effet réserve. C'est-à-dire, est-ce que les poissons et quels poissons vont venir autour de ces chaînes, puisque c'est des éoliennes flottantes, il faut le rappeler, à compte tenu des fonds, ou est-ce que les poissons qui vont venir vont empêcher les autres poissons qu'on a l'habitude de pêcher pour se nourrir, on est quand même là sur une pêche alimentaire, vont empêcher d'autres poissons habituels. Donc pour le moment, les études, il y a des expériences en cours. On ne peut pas répondre officiellement et les scientifiques, en tout cas, nous donnent chaque fois, et la science va continuer à travailler sur cette question d'effets récifs, d'effets réserves, pour les poissons. Mais il reste je dirais, les fonds marins qui sont habités par une flore. Il n'y a pas que nous qui habitons la Terre. Et les questions, là, cette fois-ci, de l'ensouillage. Enfin, il y a un tas de questions qui ne sont pas encore, qui restent encore sans réponse. D'accord. Pour répondre à ce monsieur-là qui a une habitude de la randonnée, est-ce que son décor naturel va être bouleversé ? Est-ce que ça va changer pour lui ? Alors, avant de vous répondre, je voudrais compléter les éléments sur les oiseaux migrateurs et sur l'impact sur les poissons. Ce qui me paraît très important de noter, c'est qu'on est au stade d'un débat public, comme je l'ai dit tout à l'heure, une phase très amont du processus décisionnel. Aujourd'hui, c'est de débattre de l'opportunité du projet et de ses caractéristiques principales. Si d'aventure la décision a été prise de poursuivre le projet, des développeurs seront désignés pour construire ces parcs et pour obtenir les autorisations environnementales et notamment mener les études d'impact très détaillées. Pour autant, l'État a souhaité, à ce stade où le projet est encore mal défini, à ses prémices, de donner un certain nombre d'informations en matière d'environnement sur l'impact que pourraient avoir ces projets de manière générique. C'est pas un impact détaillé, mais un impact générique. D'accord. Donc on a donné un certain nombre d'informations pour cartographier les risques d'effet que pourraient avoir ces projets à l'échelle du golfe du Lion, pour aider justement à la localisation des parcs, puisque c'est un point très important, c'est de trouver une localisation de moindre impact sur l'environnement et sur les usages, et ça renvoie à la fois à l'environnement et à la fois notamment à la pêche. Pour revenir sur les oiseaux migrateurs, on a évoqué une étude qui a été lancée par l'État. Ces oiseaux migrateurs, il y a deux types d'effets qui peuvent être observés. C'est soit un effet barrière, soit un effet collision. L'effet barrière, c'est d'obliger l'oiseau à détourner son vol de migration pour éviter le parc. Et pour certains oiseaux qui pénétraient dans le parc, le risque qu'ils puissent rentrer en collision avec les éoliennes. Pour autant, ça dépend, de la trajectoire de ces oiseaux, et de leur hauteur de vol. S'ils volent au-dessus ou en dessous des éoliennes, ils ne peuvent pas rentrer en collision avec elles pour ceux qui iraient dans le parc. Donc cette étude, justement, d'analyse fine du comportement des oiseaux migrateurs, qui n'est pas connue aujourd'hui, va être lancée par l'OFB. Elle a été au printemps pour 3 ans. Donc on aura dans 3 ans ces informations qui permettront d'alimenter les études d'impact. D'accord. Et pour le paysage, alors, parce que ces éoliennes, elles vont mesurer dans les 250-260 mètres. Oui, tout à fait. Donc l'impact sur le paysage, je pense qu'il y a 2 dimensions qu'il faut intégrer.
degrés, c'est à la fois la visibilité, est-ce qu'on verra ou pas les éoliennes, et 2, la perception qu'on en fait. On peut trouver ça très joli ou très moche, ça dépend de chacun. Exactement. Pour ce qui est de la visibilité, nous avons donc souhaité donner au public des photomontages qui simulent des parcs fictifs dans des différentes configurations au sein des 4 grandes zones d'études, avec différentes distances à la côte, pour voir effectivement est-ce que je vois beaucoup les éoliennes ou pas beaucoup, en fonction de l'éloignement du rivage. Et deuxièmement, nous avons fait faire à Météo France une étude météorologique du golfe du Lion pour savoir, en fonction des moments de l'année, est-ce que la météo me permet de voir loin ou pas. Donc on a ces 2 éléments qui permettent à chacun de se faire une opinion, et notamment dans l'exercice de localisation, de se dire finalement, si pour moi c'est important de les voir, je vais plutôt les mettre proches du rivage. Si au contraire je ne souhaiterais pas les voir, je les mettrai plus loin. Et ces différentes simulations permettent de se faire une idée. D'accord. Parce que vous me disiez, Sophie, que justement les avis divergent sur cette question. On a des avis, on va dire un panel d'avis tout à fait étonnant et riche. Jusqu'à, comme on l'a vu pour la personne randonneur, on dit non. Voilà, nous sommes une zone touristique où on a déjà donné avec les industries. À l'inverse, on va parler, par exemple, du côté d'Argelès, on avait des questions. Je suis plaisancier, je ne veux pas les voir, etc. À la question, au regard des photomontages, peut-être qu'on va s'y habituer, comme on s'est habitué à des grandes constructions à terre qui sont venues sur le littoral. À un point de vue assez nouveau en fin de débat qu'on a vu arriver, mais il faut les voir parce que sinon on ne prend pas conscience de l'énergie dont on a besoin pour vivre collectivement. Donc il faut prendre cette conscience. Et c'est pas la question de la distance, c'est plutôt à prendre pour protéger la biodiversité et non pas par rapport à un point de vue subjectif. Voilà, on a donc tous ces avis sont argumentés et c'est ça qui est intéressant dans ce débat. C'est la force de l'argumentation auprès des habitants de ce grand territoire. D'accord. L'autre question d'importance qui est souvent évoquée, qui revient, c'est évidemment celle de l'emploi. Est-ce que des métiers sont menacés avec ces éoliennes ? Je pense notamment à la pêche à la traîne qui est très fréquente en Méditerranée. Moi, ce que je peux donner comme élément de réponse, c'est qu'un impact sur les activités de pêche est possible. Il sera évalué, il sera maîtrisé, en tout cas c'est le souhait qu'on a, puisque l'implantation d'un parc éolien en mer peut perturber les activités de pêche, soit en impactant le milieu lui-même et les espèces commerciales qui sont exploitées, soit en restreignant, l'usage d'une zone en mer qui va être de manière permanente utilisée par ces parcs et qui, vis-à-vis de l'activité de pêche, ne serait pas compatible en fonction des techniques qui sont utilisées. Donc c'est pour ça que le choix des zones préférentielles pour implanter les 2 parcs est très important, pour à la fois éviter les zones où la ressource halieutique est présente, et également éviter les zones où les pêcheurs vont pêcher le plus souvent. Et donc l'État a fait 2 études. Avec une première étude qui qualifie justement, avec un certain nombre de données que nous avons à notre disposition, quelles sont les zones qui sont fréquentées par les navires. Alors les navires de plus de 12 mètres pour être précis, donc c'est pas toute la flottille mais c'est une partie d'entre elles. Et puis également d'un point de vue scientifique, on a demandé à l'Ifremer de qualifier où est la ressource. Pour les espèces commerciales les plus pêchées et les espèces les plus protégées, entre guillemets, à la fois en termes de zones de frayère, donc là où les poissons se reproduisent, et les zones de nourricerie. Donc on a donné toutes ces cartes qui permettent justement de se dire, tiens, finalement, si je considère que cet enjeu-là est très important, où est-ce que je peux trouver une zone de moindre impact par rapport à ces préoccupations ? Oui, rien n'est laissé au hasard, tout est minutieusement étudié, tout sera minutieusement étudié. Et alors parallèlement, ça va sans doute être aussi créateur d'emplois chez vous à RTE, Yannick Bocquenet. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que des emplois vont être créés ? Parce que c'est quand même un gros challenge d'aller chercher la ressource et de la tirer à terre. Alors effectivement, c'est un très gros challenge pour RTE. Donc nous sommes ce lien entre la mer et la terre, puisque c'est notre ouvrage de raccordement qui va permettre de collecter l'électricité au large, produite au large par les fermes éoliennes, pour ensuite être acheminée jusque dans chacun de nos foyers et nous alimenter en électricité. Donc un challenge de taille technique déjà, puisque effectivement aller chercher loin cette production au large et la rapatrier à terre nécessite une certaine connaissance. Alors connaissance, on l'a vu, du milieu naturel
naturels, mais également des milieux socio-économiques. On a évoqué la pêche, donc c'est un critère très important pour nous au niveau du raccordement électrique. Et donc toute cette connaissance, il nous faut dans un premier temps l'acquérir, et c'est pour ça qu'on fait appel par de nombreuses études, donc ce qu'on appelle la connaissance de l'état initial dans un premier temps, qui permettra d'alimenter par la suite l'étude d'impact qui permettra de déposer des demandes d'autorisation au service de l'administration par la suite. Donc déjà, on le voit sur cette partie de chaîne de valeur, ce qu'on appelle, on a une création importante d'emplois, donc on va chercher des emplois là où se trouvent les compétences, et puis le bassin autour du golfe du Lion est très riche, notamment en entreprises compétentes sur ces parties-là de chaîne de valeur. Et ensuite, une fois que le projet, donc si toutefois le projet se fait, bien entendu, est autorisé et ensuite est lancé, donc là, ce sont des retombées économiques importantes, puisque ce sont des marchés financiers très, très importants pour aller construire de tels ouvrages. Nous avons indiqué dans le dossier des maîtres d'ouvrage de ce projet-là, pour la partie raccordement, c'était entre 450 et 850 millions d'euros pour la réalisation de ces ouvrages de raccordement, et donc une partie non négligeable forcément sera créatrice d'emplois et bénéficiera l'ensemble de la chaîne de valeur, et notamment chaîne de valeur sur laquelle se situent des entreprises régionales. D'accord, merci. Alors nous sommes également allés du côté de la Belle de Mai, toujours à Marseille, et cette fois c'est la question de la facture d'électricité qui a été posée, mais regardez les témoignages. Ça dépend l'endroit où vont être implantées les éoliennes. Il y a des endroits où il y a vraiment du vent, c'est exploitable. Et il y a des endroits où il n'y a pas vraiment de vent, où il faut faire une étude météorologique pour voir. Jeune, j'avais profité de la Méditerranée, que c'était un plaisir. Ouais. Et que je voudrais que mes enfants aient le même plaisir, que quand je leur raconte... Je leur dis, voilà, à tel endroit, j'ai vu telle espèce. Il faudrait que le jour où je les emmène faire de la plongée ou faire une visite ou faire de la marche, il faudrait que le site soit toujours intact. Surtout en Provence, nous on a le Mistral, donc ça va souffler beaucoup plus fort. Oui. Donc les éoliennes, il leur faut du vent pour tourner. Voilà, et le golfe de Lyon, il est bien situé pour ça. Hein. Du moment que ça va faire une baisse pour nous, parce que l'électricité, il fait qu'augmenter. Moi, j'arrive à une facture de 1 900 € là, au mois d'avril. Et je ne comprends pas pourquoi. Déjà, c'est de l'énergie un peu plus naturelle que, comme il y a sur Fos avec toutes les trucs pétrochimiques et tout ça qui polluent. Donc, après, je ne connais pas tous les aboutissants, mais bon, ça peut être pas mal. Ça nous éviterait peut-être aussi d'acheter à l'étranger et tout ça. Donc, au moins... on aurait peut-être un peu plus de ressources naturelles nous-mêmes. Allez, on va anticiper, on va dire que le projet va voir le jour. Concrètement, si jamais ça arrive... Il y a l'opportunité du projet est posée. Est-ce que ça se retrouvera sur les factures d'électricité ? C'est ce que vous demande cette dame qui paye 1 900 € d'électricité par mois. Oui, alors je crois que ce qui est important, pour revenir sur l'interrogation de cette citoyenne, elle nous dit, je paye 1 900 € d'électricité par mois. Donc j'imagine, avec une facture de cette nature, qu'elle doit sans doute se chauffer avec un chauffage électrique, puisque c'est souvent une part importante de la facture d'énergie. Donc la France a mis en place tout un système d'accompagnement pour réduire le coût d'usage des logements des Français, notamment avec un programme de rénovation énergétique pour améliorer l'efficacité des logements et donc faire réduire finalement la facture d'électricité des ménages, ce qui est quand même le plus important. Alors après, pour revenir sur le prix du kilowattheure, puisque quand vous consommez de l'énergie, vous consommez un certain nombre de kilowattheures. Exactement, oui. Voilà, alors ce prix du kilowattheure, quand vous regardez votre facture d'électricité, en fait, il y a 3 dimensions. Il y a une première dimension, c'est le prix de production. Donc combien coûte au producteur d'électricité cette énergie. Deuxièmement, le prix d'acheminement de cette électricité à votre domicile, c'est le réseau. Et enfin, il y a un certain nombre de taxes qui viennent compléter votre facture. Oui. Voilà. Donc pour ce qui est du prix de production, nous, ce qu'on pense, c'est que les différentes technologies qui sont utilisées, notamment des énergies renouvelables, ont tendance à baisser. C'est ce qu'on a observé pour le photovoltaïque, qui aujourd'hui est autour de 50 € du mégawattheure, c'est-à-dire un peu moins de 5 centimes du kilowattheure. On le voit pour l'éolien en mer, posé,
qui sont des technologies qui ont été développées en France. Donc les premiers appels d'offres ont eu lieu il y a une dizaine d'années. Et le dernier appel d'offres qui a été lancé pour Dunkerque a montré que le prix a fortement baissé. Alors pour l'éolien flottant, on est sur des prix d'appel puisque c'est une filière innovante qui seront effectivement au-delà des prix habituellement pratiqués pour les autres énergies. Mais on pense que d'ici une décennie, on aura aussi par un effet de marché de volume, d'apprentissage, un prix qui pourra baisser. Alors au-delà de cette baisse attendue à la source finalement de ces différentes technologies, ce qui est possible, c'est que la facture augmente malgré tout, puisqu'on a un parc qui est vieillissant. On a un certain nombre de centrales nucléaires qui sont là. On a des parcs éoliens ou photovoltaïques qui ont aussi une certaine ancienneté. Et donc, à l'échelle de plusieurs décennies, il faut bien comprendre que ce parc existant qui est là va vieillir et qu'il faudra le renouveler. Et si on le renouvelle, il faudra faire des investissements et ça peut faire augmenter notre facture d'électricité. D'accord, donc ça demande à voir dans les années futures un petit peu ce qui va advenir. Alors justement, est-ce que c'est une alternative au tout nucléaire ou est-ce que c'est complémentaire ? Comment ça fonctionne ? Alors, peut-être... Oui, pour répondre à ça, alors je vous invite déjà peut-être à écouter le réseau transport électricité, ce qu'il a à dire sur le sujet. La semaine prochaine sera présentée une étude qui s'appelle les futurs énergétiques Horizon 2050, donc souhaitée par l'État pour améliorer sa connaissance sur ces futurs-là justement, et donc commandée auprès du réseau transport électricité pour l'éclairer sur la question. Et parmi ces différentes propositions, RTE a établi un certain nombre de scénarios, au nombre de 6, et certains scénarios prennent en compte un renouvellement du parc nucléaire. D'autres scénarios considèrent juste un prolongement du parc existant au-delà donc des 40 ans habituellement constatés. Et puis des scénarios qui prévoient vraiment un développement massif des ENR. Donc sur ces 6 scénarios qui sont présentés, RTE indique également le coût correspondant à la mise en place de ces scénarios, aussi bien sur les aspects socio-économiques et environnementaux. Et tout ça, il faut le mettre aussi en regard de l'augmentation de la consommation qui sera de toute façon invariable au niveau de la France à cet horizon 2050, puisque c'est le souhait de l'État et puis de l'Europe en général de réduire nos gaz à effet de serre. Et pour ça, il faut bien distinguer la partie énergie et la partie électricité. Et notre énergie en France est extrêmement carbonée et l'objectif, donc, de par les transports, de par l'industrie, de par le tertiaire également, les bâtiments, l'objectif est de transformer cette énergie très carbonée en énergie décarbonée. Et pour ça, l'intérêt d'utiliser le vecteur électricité est important, puisqu'on le constate déjà aujourd'hui, notre électricité en France est extrêmement décarbonée, et de par le développement de ces énergies renouvelables, on va permettre de maintenir cette électricité très décarbonée au niveau de la France. D'accord. Question, est-ce que c'est complémentaire ou une alternative ? C'est forcément complémentaire. Aujourd'hui, la stratégie française, c'est un mix électrique. On ne met pas tous nos œufs dans un même panier. Oui. Donc, on a le socle du nucléaire. Aujourd'hui, c'est 70% de l'électricité. Mais on a également les énergies renouvelables, donc l'hydroélectricité. Nous avons des grands massifs montagneux qui nous permettent de produire de l'énergie avec la force de l'eau. Et puis, le développement du photovoltaïque et de l'éolien. Donc, on est sur une logique de mix. Donc, on n'est pas dans une logique de privilégier. Tout l'un ou tout l'autre. On est d'accord dans une... Voilà, et comme l'a rappelé M. Bocquenet, l'augmentation des usages de l'électricité va faire qu'on aura, d'ici la fin de cette décennie, RTE a établi une augmentation de 5% de nos besoins d'électricité. Et concrètement, pour pouvoir produire ces 5%, on ne pourra pas construire une centrale nucléaire en moins de 10 ans, c'est pas possible. Et donc, il faut développer les énergies renouvelables. Et ce projet contribuera justement à permettre de produire cette électricité décarbonée. Très bien, je vous remercie. Donc, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 31 octobre pour poser toutes les questions, ou simplement donner votre avis, ça se peut aussi. Et après cette date, qu'est-ce qui va se passer, Sophie ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors déjà, avant le 31 octobre, le 28 octobre, il y a la grande réunion finale à Montpellier où tous les habitants du territoire sont invités, où ils peuvent intervenir aussi par Zoom. Et après, donc, nous allons faire un travail de recensement, d'analyse de tous les avis de tous les habitants sur l'opportunité
argumenter sur les questions de fond, qu'elles soient sur la biodiversité, sur les problèmes socio-économiques engendrés ou pas par le projet. Toutes les questions qui ont été abordées. Toutes les questions argumentées qui ont été abordées sur l'ensemble du territoire, en prenant soin de n'oublier personne. Que ça soit sur les marchés, à travers toutes les modalités que nous avons pu faire pendant ces 4 mois, et nous rendons notre rapport à l'État en essayant de sortir quelques éléments pratico-pratiques, j'ai envie de dire, sur la question du cahier des charges et sur l'opportunité du projet, et si projet il y a, sur les points de vigilance qu'on demande à l'État de bien faire attention à certains éléments ou de prendre en compte certains éléments très précis. Et l'État, il a l'obligation de répondre. Voilà. Il devra répondre à toutes les requêtes, toutes les recommandations, tous les arguments qui ont été dire aux citoyens que nous ne sommes qu'un filtre, dire à l'ensemble des citoyens qui ont contribué, qui ont passé du temps pendant ces 4 mois à essayer de comprendre et à donner leur avis, voilà pourquoi il prend ou ne prend pas en compte cette opinion. D'accord. Voilà. Pour participer à ce débat, justement, c'est simple, plusieurs solutions. Oui. Par Internet, vous pouvez vous connecter sur eos.debatpublic.fr, ça s'affiche à l'écran. Il y a un onglet jaune, vous cliquez dessus, ça s'appelle « Je m'exprime en ligne » et là, vous pouvez donner directement votre opinion. Sinon, vous pouvez aussi utiliser l'outil « J'entre dans le débat ». Dans ce cas, vous pouvez bien entendu donner votre opinion, mais ils ont également accès aux avis des autres personnes et ouvrir un débat dans le débat. Et enfin, comme vous le disiez, Sophie, on peut venir vous rencontrer directement. Alors, je crois qu'à Marseille, vous avez fini la tournée, mais on peut vous retrouver le 26 octobre à Narbonne et le 28 à Montpellier. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci de votre invitation.